Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Toute cette semaine, nous avons été intrigués, éblouis et bouleversés par cette rencontre avec la poésie de Mahmoud Darwish, préparée par Tiffaine Le Gall. Aujourd'hui, voici un dernier épisode intitulé « L'écriture et la création ». Éclaire donc de ton vin mon obscurité et mon sang, un voyage à travers la poésie de Mahmoud Darwish. Épisode 5. Un sentiment suspendu aux arbres, l'écriture et la création. Le deuxième vers. Le premier vers est le don de l'invisible au talent. Quant au deuxième, il peut être poésie ou déception. Le deuxième vers est le combat de l'inconnu et du connu. L'absence de signaux sur les routes, un lieu rempli d'opposition, car tout possible est possible, et il est la perplexité de la créature imitant le créateur. Qui du mot ou de celui qui le dit mène l'autre? Le deuxième vers n'est pas donné. Il se fabrique avec le savoir-faire de qui sait apprivoiser l'invisible. Car tu vois et ne vois pas, tant est forte l'ambiguïté entre lumière et obscurité. C'est à toi que la révélation octroie le signal du départ avant de t'abandonner seul à l'aventure, sans boussole. Tu es comme qui sort d'une forêt sans savoir ce qui l'attend. Bandit de grand chemin, coup de feu, foudre ou femme qui te demande « Quel temps ?» et tu réponds « Le temps s'est arrêté, passe donc. » Le possible est une forêt. Au tronc de quel arbre adosseras-tu ton imagination? À quelle bête échapperas-tu? Quand tu trouveras le deuxième vers dans le dédale du possible, tu connaîtras le chemin balisé pour un rendez-vous avec l'impossible. Le deuxième vers, extrait de La trace du papillon, page d'un journal été 2006, été 2007, traduction d'Elias Sambar. Figurez-vous un poète déplaçant les foules. Un poète dont on se récite les vers dans la rue, un poète suivi d'une foule d'admirateurs où qu'il aille. Darwish était la superstar de la poésie arabe et on venait avant tout l'écouter. C'est une poésie qui se dit, c'est par la voix que se déroule le sens. La rime est noyée dans le texte, elle n'apparaît qu'à l'oreille, elle n'est pas pour les yeux. C'est une rime qui naît dans la respiration, dans le souffle, dans la scansion. La suite de vers s'enchaîne, ne permet ni de relâcher la tension de la voix, ni de reprendre son souffle. Le poème devient une course haletante, un seul et même vers, ruisselant et intarissable. On lui a reproché cela, de chanter, de privilégier la musique comme s'il délaissait le propos. Il le reconnaissait lui-même. Dans son écriture, le rythme était premier. C'était lui qui arrivait d'abord, avant qu'il ne trouve l'habillage des mots. Mais à mon sens, en poésie, tout ça c'est la même chose. Le rythme se fond dans le propos, et à un certain point de virtuosité, rien ne l'en dissocie véritablement. C'est pourquoi la question de la traduction est si importante. La plupart des poèmes de Darwish ont été traduits par son ami Elias Sambar. J'ai eu l'occasion de le rencontrer et de l'interroger sur sa démarche. Il m'a expliqué qu'il a longtemps cherché la façon de restituer le plus fidèlement possible la pensée du poète, qui s'incarne autant dans sa musique que dans les mots. Avec deux langues aussi différentes que l'arabe et le français, ça peut sembler mission impossible. C'est pour ça que le défi est passionnant. Le point névralgique de son travail a été précisément la question de mettre le rythme du texte au service de l'interprétation. La poésie, m'a dit Elias Sambar, est le lieu de la densité. Les strates de sens se superposent et s'agglomèrent. Il n'y a pas un propos unique. La poésie ouvre le sens au lieu de le restreindre.
Chez Darwish, c'est tout particulièrement le cas. Tout s'entrelace, tout correspond, tout se rejoint. Non pas dans le symbole, mais dans la sensation. À titre d'exemple, Elias Sambar m'a expliqué qu'il mentionne dans ses poèmes un nombre incalculable de noms de fleurs, d'arbres et de plantes. Darwish est issu d'une famille de paysans. Ces mots font partie de son lexique personnel. Seulement en français, elles ne s'appellent pas. Alors comment faire pour ne pas perdre la richesse dans le passage d'une langue à l'autre ? Elias Sambar évoque l'humilité de la tâche du traducteur. Après maintes tentatives, il s'est essayé à une traduction très plate, très littérale. Et cette fois, Darwish, qui ne comprenait que peu le français, lui a dit « Ça y est, j'entends le poème ». Pour ce dernier rendez-vous, j'ai donc choisi d'évoquer le rapport de Darwish à son propre travail d'écrivain. Comment le langage peut-il atteindre les choses ? Darwish veut être l'écho d'un monde, en restituer non seulement le grain, mais aussi la saveur. Mais comment accéder à l'essence de la sensation ? Je trouve que sa plus belle réponse se trouve dans un de ses derniers poèmes, pour décrire les fleurs d'amandier. Pour décrire les fleurs d'amandier, l'encyclopédie des fleurs et le dictionnaire ne me sont d'aucune aide. Les mots m'emporteront vers les ficelles de la rhétorique, et la rhétorique blesse le sens, puis flatte sa blessure, comme le mâle dictant à la femelle ses sentiments. Comment les fleurs d'amandier resplendiraient-elles dans ma langue, moi l'écho ? Transparentes comme un rire aquatique, elles perlent de la pudeur de la rosée sur les branches, légères, telle une phrase blanche mélodieuse, fragile, telle une pensée fugace, ouverte sur nos doigts, et que nous consignons pour rien, dense, tel un vers que les lettres ne peuvent transcrire. Pour décrire les fleurs d'amandier, j'ai besoin de visite à l'inconscient, qui me guide au nom d'un sentiment suspendu aux arbres. Comment s'appelle-t-elle ? Quel est le nom de cette chose dans la poétique du rien ? Pour ressentir la légèreté des mots, j'ai besoin de traverser la pesanteur et les mots lorsqu'ils deviennent ombre murmurante, que je deviens eux et que, transparents blancs, ils deviennent moi. Ni patrie, ni exil que les mots, mais passion du blanc pour la description des fleurs d'amandier, ni neige, ni coton, qui sont-elles donc dans leur dédain des choses et des noms ? Si quelqu'un parvenait à une brève description des fleurs d'amandier, la brume se rétracterait des collines et un peuple dirait à l'unisson « Les voici, les paroles de notre hymne national ». L'amande, c'est le cœur et c'est l'essence, la densité essentielle, le noyau de vie, origine et matrice, ce que l'on ne peut saisir et qui est pur devenir. Il y a une beauté qui résiste aux mots, il y a une pureté que le langage est impuissant à embrasser. L'éclat de la fleur d'amandier serait terni par une parole qui l'approcherait maladroitement, par des mots trop faibles ou à côté. C'est la responsabilité du poète, faire éclore la fleur dans sa parole. C'est difficile de parler de la poésie de Darwish parce que c'est une poésie qui veut conserver la liberté des choses. La fleur d'amandier échappe à l'enfermement des mots. Elle est toujours autre chose que ce que l'on en dit, et en cela elle est souveraine. Mais c'est sans aucune volonté de domination, sans même aucune intention. Elle se contente d'être elle-même. Et disant cela, j'en dis déjà presque un peu trop. Ce serait plutôt de l'ordre d'une apparition écrasante et indifférente à l'œil qui s'extasie. La poésie, c'est cette fleur d'amandier rétive à la rhétorique, nécessitant le franchissement des espaces intérieurs qui circonscrivent notre conscience pour voir le monde avec un regard neuf. Je souhaiterais terminer ce parcours dans l'œuvre de Darwish par un poème qui me tient beaucoup à cœur. En fait, c'est un poème qui m'a même obsédée pendant un temps. Je crois que je ne le comprenais pas. Il me résistait, mais je voulais vaincre ces résistances. Comprendre au moins pourquoi, même sans le comprendre, j'avais l'intuition qu'il me parlait.
Ce poème s'intitule « Sécheresse ». Et on pourrait dire pour l'introduire qu'il s'agit d'une conversation intime que le poète tiendrait avec lui-même. Il y parle de son rapport à l'inspiration, comme une grâce qui tomberait du ciel ainsi que la pluie qui irrigue les cultures. La sécheresse, ce mot en creux qui définit le manque, ce serait peut-être alors le monde sans la poésie. Sécheresse. Cette année est difficile. L'automne ne nous a rien promis. Nous n'avons pas attendu les messagers. Et la sécheresse est telle qu'en elle-même, une terre souffrante et un ciel doré. Que mon corps soit mon temple. À toi d'atteindre le pain de mon âme pour te connaître toi-même, et je suis sans limite si je le désire. Avec un épi, j'agrandis mon champ, et j'élargis cet espace avec une tourterelle. Que mon corps soit mon pays. La sécheresse scrute le fleuve, regarde les palmiers, mais elle ne remarque pas mon puits profond. Et par toi, je suis infini. L'automne, le ciel est authentique. Imagine-toi, ne serait-ce qu'une fois, femme, et tu verras ce que je vois. Mon corps est mon maître. La sécheresse est toujours là. Chaque fois qu'une idée tarit, fleurit le cœur des flatteurs. Que d'eau, que d'eau. Qu'ai-je besoin de la prophétie, alors que les anges bons sont les hôtes du nuage des rêveurs? Qu'ai-je besoin de ton livre, quand ce qui est en toi est en moi? Mon corps est clos dans mon corps. Et la sécheresse fait ses adieux aux 7 années maigres. Il faudra une trêve dans la ville, des chèvres qui broutent l'herbe dans les livres des Babyloniens ou des autres, pour que le ciel devienne authentique. Éclaire donc de ton vin mon obscurité et mon sang, et Élie demeure avec moi, dans mon corps. La sécheresse, ce n'est ni la chaleur, ni la canicule, c'est le manque d'eau. La sécheresse, c'est donc avant tout un mot pour dire le manque, un mot qui se nourrit de l'absence, qui voit et montre les craquelures, les crevasses, les failles, le resserrement. Elle dit les longues plaines d'herbes jaunies, les feuilles recroquevillées comme des mains d'agonisants, la vie retirée d'elle-même comme une sève se rétractant, quelque chose de l'ordre de l'abandon. La sécheresse est silencieuse, immobile, fatale comme une punition des dieux. C'est l'image d'un monde privé de sa beauté sans les mots pour la révéler. Pendant un temps, je ne voyais que ça dans le poème, le manque, partout, l'absence, le vide. Et je ne voyais pas qui était ce nous, qui était ce je. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous pouvez comprendre que je ne l'identifie pas d'emblée au poète. Alors je tournais autour de ces questions, je faisais dérouler le poème dans ma tête, chaque jour, et même parfois 5 fois, 10 fois par jour. Et puis un jour, j'ai compris qui parle dans ce poème. Ce qui nous parle dans le poème, eh bien c'est le poème lui-même. Le poème qui dit nous et qui dit je. D'où mon impression peut-être que le poème me parlait. Et c'était là, sous mes yeux. Le poème s'adresse directement à nous lecteurs. Il nous enjoint de franchir l'espace de silence qui nous sépare pour le mettre en mouvement, pour transformer la terre de ses mots en or poétique. Il a besoin de moi, il m'appelle, et il m'a demandé d'élire demeure en lui. Je l'ai fait, sans comprendre que c'était le texte lui-même qui me le demandait. J'ai éclairé l'obscurité de son verbe, j'ai fait palpiter son sang, et c'est bien cela que le texte réclame pour vivre. En fait, la source de vie du poème, c'est le lecteur. Et comment ne pas vous dire le contraire? Moi qui, à force d'arpenter ces vers, les ai vus prendre vie devant mes yeux, comme une entité séparée de moi, comme si les mots ne vibraient pas en moi, mais à l'extérieur de moi, comme s'ils se détachaient pour gagner leur vie autonome. Et cette sécheresse-là, la sécheresse du poème, en vérité, elle est impossible, car sa richesse par le lecteur est infinie.
Jamais sa portée ne peut se tarir, pas plus que sa substance ne peut être épuisée tant qu'il sera lu. Et c'est pourquoi, en guise d'au revoir, je ne peux que vous suggérer de lire encore et encore de la poésie, car c'est votre lecture qui la rend vivante. Nous sommes très heureux d'avoir pu partager avec vous une série de notre podcast consacrée à l'œuvre poétique de Mahmoud Darwish. Nous remercions chaleureusement Tiffaine Le Gall qui nous a permis de pouvoir construire cette série. Dans 15 jours, nous vous proposerons une nouvelle série du podcast de Kimamori autour d'un auteur, d'un traducteur ou d'une thématique. Tiffaine Le Gall vit à Brest. Agrégée de lettres modernes, elle enseigne le français. Dans sa thèse de doctorat, elle s'est intéressée à l'art du conte, la tradition orale et la langue bretonne. Son premier roman, Une ombre qui marche, a été publié en 2020 aux éditions de l'Arbre Vengeur. Ont suivi Le principe de réalité ouzbek et La fille près du feu, tous deux disponibles aux éditions La Manufacture de Livres. Mahmoud Darwish, né en 1942 à Birwa, près de Saint-Jean-d'Acre, est unanimement considéré comme l'un des plus grands poètes arabes contemporains. Auteur d'ouvrages maintes fois réédités et traduits partout dans le monde, il est publié en France par Actes Sud. Sa poésie se trouve dans la maison Sindbad d'Actes Sud. Toutes les références concernant les extraits partagés avec vous sont dans le texte du podcast. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.